attendiez pas exactement à ça dans un colloque dans la super élégante Maison du Barreau de Paris. Mais j'ai eu une prise de conscience l'autre jour en me brossant les dents. C'est le meilleur moment. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on se brosse les dents, on a plein d'idées et de prises de conscience. Parce que le corps est occupé à une activité automatique et du coup, l'esprit est libre. La prise de conscience, c'était après avoir été interviewée par Stéphanie Decleb, qui produit le super podcast Les adultes de demain. Podcast génial qui, d'ailleurs, très opportunément et par hasard, sort aujourd'hui. Donc, la brosse entre les dents. Heureusement, il n'y avait personne pour m'interrompre et me donner des injonctions. « Dépêche-toi, va au lit, tu traînes !» Ça m'aurait privé d'un moment tout à fait agréable. Quand on y songe, la brosse entre les dents, la mousse, l'odeur du dentifrice, l'esprit vogue, heureux, libre comme un enfant. Et là, bim, prise de conscience. Les yeux grands ouverts, la brosse entre les dents. Deux pensées se sont entrechoquées. La première a consisté à me sentir catapultée à 5 ans, avec une sensation d'un trou, un sentiment d'inexistence totale que je croyais dû à ma nullité fondamentale et qui, d'un coup d'un seul, s'est retrouvé projeté à 180 degrés dans le regard que les adultes posaient sur moi. Si les enfants sont les adultes de demain, c'est simple, ils n'existent pas. La deuxième pensée est arrivée en carambolage. Bim! Et si les enfants sont les adultes de demain, moi, je suis la vieille de demain. Et je peux vous dire qu'à 54 ans, mon miroir, celui qui était devant moi pendant l'épiphanie de la brosse à dents, ne rate pas une occasion de me le faire remarquer. Oui, parce qu'on a beau avoir pléthore de podcasts féministes qui nous expliquent que la vie d'une femme commence à 50 ans, mon miroir n'a pas fait la révolution patriarcale. Donc, en regardant mes cheveux gris, mes rides, ma peau, j'ai eu peur. Et une petite voix m'a dit « Si les enfants sont des êtres en construction, tu es un être en destruction. » Alors je me suis dit « Sois adulte, prépare-toi. D'abord, manger liquide. On force bien les enfants à manger des brocolis et des épinards pour qu'ils aiment ça. Alors je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je m'habitue tout de suite aux biscottes et à la soupe sans sel. Ensuite, porter un dentier. Au moins la nuit et le matin avant d'aller travailler. Et quelquefois, je me parle toute seule pour être sûre qu'on comprenne quand je dirai non pour qu'on m'envoie à l'EHPAD. Et puis, juste pour la tutelle, je ne vois pas pourquoi je ne dépenserais pas mon argent. Troisièmement, le déambulateur, 2 heures par jour pour commencer. Et puis, je m'entraîne à prendre des objets et à boire en tremblant. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile. Et on a pensé à vous. On vous a concocté un buffet avec nourriture molle et sans sel. Parce que, attention, quand on sera vieux, qui va s'occuper de nous?
les adultes de demain, c'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui. Et s'ils vivent comme nous, on vit aujourd'hui, ils n'en auront jamais le temps. Ils n'ont déjà pas le temps à leur âge de profiter de tout et de rien, tellement on leur demande de travailler, d'apprendre et d'aller se coucher, pendant que nous nous affairons à travailler pour consommer des objets périssables et voyager en avion. Alors, une fois adultes, est-ce qu'ils auront assez de conscience, voire des épiphanies de brosse à dents, pour ouvrir des espaces vitaux pour s'occuper de nous quand on sera grabataire? Est-ce qu'ils n'auront pas plus envie de se venger de la planète qu'on leur laisse et de la façon dont on les traite avec notre condescendance et notre sentiment de supériorité? Troisième prise de conscience, on doit changer maintenant. Et c'est d'autant plus important qu'à la différence des personnes vulnérables, je recommence ma phrase, et c'est d'autant plus important qu'à la différence des enfants, aux personnes vulnérables, on leur a laissé le consentement. Vous ne comprenez pas. C'était au cours d'une épiphanie de la chaussette. Je m'explique. Les articles 415 et 428 du Code civil, on fait enfin un peu de droit, encadrent strictement l'instauration des mesures d'incapacité et posent l'obligation que les personnes concernées, c'est-à-dire les futurs incapables, c'est-à-dire les personnes âgées, c'est-à-dire nous bientôt, donc le Code civil pose l'obligation que les personnes vulnérables puissent exprimer leur volonté en vue de la tutelle, curatelle, habilitation familiale ou toute mesure les concernant. Et leur volonté doit être exprimée après que leur a été donnée toute information utile à l'expression de la volonté. La Commission consultative des droits humains, dans son avis du 16 avril 2015 sur le consentement des personnes vulnérables, demande que s'instaure, je cite, en amont de l'expression du consentement, donc le consentement de la personne vulnérable sur la mesure de tutelle ou son entrée en EHPAD, un dialogue entre l'autorité chargée de prononcer la mesure et la personne dont le consentement est recherché. Vous aurez observé le glissement sémantique entre la volonté de la personne vulnérable prévue par le Code civil et le consentement prévu par la Commission consultative des droits humains. Glissement qui me semble protecteur, puisque le consentement est plus fort que la volonté. Le consentement, c'est une décision. La volonté, c'est un projet. Le consentement, c'est un acte. La volonté est un sentiment. En revanche, il y a un flou artistique législatif absolu sur les modalités du recueil du consentement du majeur vulnérable. Le Code civil n'en dit pas mot et la Commission consultative des droits humains parle de dialogue, ce qui me paraît tout à fait vague. Raison pour laquelle Marie-Hélène Izerne-Réal, responsable de la Commission des majeurs vulnérables du barreau de Paris, était venue nous rencontrer, Fadila Ouari et moi-même, en disant « On veut un auditeur amiable et une formation pour les majeurs vulnérables ». Eh bien, pour les enfants, une fois que j'ai compris tout ça, j'ai eu une prise de conscience commotionnante.
Parce qu'en effet, la sémantique de la volonté prévue par le Code civil pour les personnes vulnérables, pour les enfants, n'est pas devenue le consentement, c'est devenu le droit de participation. J'ai observé que systématiquement, quand on aborde le droit de participation des enfants, tout le monde se précipite en disant « Ah non, mais il ne faut pas qu'ils décident. » Même les enfants le disent. Je l'ai vu aux ateliers dans les classes de CM2, ce qui démontre que les enfants à 9 ans ont déjà totalement intériorisé leur soi-disant incapacité à prendre une décision. Et c'est pas tout. Donc, la modalité pratique de la participation s'appelle une audition et non pas un dialogue. Ce qui manifeste bien le fait que l'enfant et l'adulte ne sont pas censés parler ensemble, mais que l'enfant parle seul à un adulte qui l'écoute, ou plus souvent, qui l'interroge. Bon, cela dit, vu la propension des adultes à recouvrir la parole de l'enfant par des sauts d'injonction, moralisation et jugement, c'est peut-être pas plus mal que l'adulte ne fasse qu'interroger au moment de l'audition. Encore faut-il qu'il pose les bonnes questions. Donc, en enfilant mes chaussettes, j'ai eu donc cette prise de conscience philosophico-juridique. Le droit de participation est au consentement ce que la correctionnalisation est à la poursuite des crimes sexuels, c'est-à-dire un droit dégradé. Parce que, au même titre qu'on n'est pas censé poursuivre les crimes sexuels devant le tribunal correctionnel, est-il logique que les enfants ne disposent pas du consentement, mais uniquement d'un droit de participation? Je sais, ça fait drôle quand on réalise que dans notre droit en France, pays des Lumières, les enfants n'ont pas le droit au consentement. Mais en fait, c'est logique, parce que les Lumières reposent sur la glorification de la rationalité, à tel point que les femmes n'étaient ni citoyennes ni autonomes, et que la nation française s'arrogeait le droit à la colonisation et à l'esclavage sur toute personne non blanche qui était considérée comme une bête. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que l'homme blanc ait tellement évolué si l'on considère que sur les 300 participants au colloque, on compte 25 hommes, dont 11 invités, 6 intervenants, 4 étudiants. Et alors, c'est incroyable, mais sur les 25 hommes, 5 s'appellent Florian. Mais je vous jure que c'est vrai. Alors, j'ai médité là-dessus, je me suis dit, mais peut-être que c'est parce que Florian, ça veut dire fleur, ça veut dire jeune pousse. Et c'est vrai. Bon, je sais, on n'a pas le temps de ce genre de non-information. Vous êtes pressés d'entendre les expertes et les experts, mais je ne vois pas pourquoi on laisserait aux enfants le monopole de la curiosité non rentable. Tout ça, ça veut dire qu'on a quand même intérêt à prêter attention aux enfants d'aujourd'hui, adultes de demain, pour qu'ils s'occupent bien de nous quand on sera vieux, sans être parqués dans des EHPAD moroses, forcés à l'incontinence parce qu'ils n'auront pas le temps de nous emmener aux toilettes. Il y a un truc
Non, mais on n'a pas le temps, là, jeune fille. Hein. On ne te voit pas, là. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce qu'on va devenir forcément adulte, c'est inévitable. On va avoir un travail, nos parents nous disent « fais une bonne école, fais des bonnes études, un bon collège, un bon lycée ». Et après, tu pourras t'acheter des Louboutins, un bon appart, plein d'argent. Mais ensuite, il y a des défauts. Parce qu'après, vu que tu vas trop te concentrer sur tes études, tes parents vont te dire « pas le droit à part d'attraction, pas le droit sur un pyjama, pas le droit à voir tes amis, pas le droit à la télé, pas le droit aux cadeaux ». Mais en fait, après, c'est pas une vie, ça. Moi, j'ai envie de m'amuser. Mais heureusement pour moi, j'ai ma mère, elle n'est pas du tout sérieuse. Et j'imagine que j'ai d'autres parents qui sont comme ça. Mais malheureusement, je connais des personnes, des fois, les parents, ils sont un peu stricts. Est-ce que tu es un adulte de demain, toi ? Non. Je suis pas vrai. En fait, si, je vais devenir adulte, mais pas encore. Moi, j'ai que 10 ans. Pour moi, être adulte, c'est 18-20 ans. Quelque chose à ajouter ? Oui. Ah, dis donc, c'est la journée. Hein. Pour l'instant, on est considéré comme rien. C'est demain qu'on sera adulte, donc utile. On a un peu l'impression d'entendre que notre avis compte, mais seulement quand on sera grand. On se sent invisibilisé. Ça laisse entendre que l'avenir dépend seulement de nous, alors qu'il dépend aussi des actions des adultes aujourd'hui, politiques, économiques, écologiques. C'est un peu réducteur parce que même à une petite échelle, on peut agir Pardon. Oui, c'est bon. Tu peux t'arrêter. On peut agir, oui. Merci. Alors vraiment, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse aux deux bouts de la chaîne et qu'on sorte un petit peu de cette histoire de société où seul l'adulte compte au motif qu'il a le pouvoir. Enfin, une infime minorité d'adultes a le pouvoir sur le reste de l'humanité, qui fait beaucoup d'efforts pour être raisonnable et gagner sa vie entre deux burn-out. Pour ouvrir un espace aux enfants, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 4. Premièrement, admettre que nous ne savons pas faire, que nous n'avons pas le temps de le faire et que nous ne sommes pas capables de le faire à cause de notre empathie et de notre surcharge émotionnelle qui font que non, on ne peut pas être patient et bienveillant avec un enfant qui crie, qui pleure, qui tempête, qui s'oppose et qui met le désordre, alors qu'on est nous-mêmes totalement surchargés. La première solution, c'est donc de se regarder dans le miroir. Si jamais vous vous brossez les dents, ça vous donne une occasion. Deuxièmement, admettre que nous avons le devoir d'ouvrir des espaces en poussant les murs, c'est-à-dire d'alléger nos emplois du temps et ceux des enfants, et d'instaurer des procédures et des moments ritualisés d'écoute des enfants. La deuxième solution, c'est l'audition amiable et son cadre. Troisièmement, admettre que nous avons besoin d'aide, c'est-à-dire qu'un tiers compétent, disponible, souriant, à l'écoute et neutre, nous aide à écouter la parole des enfants après qu'elle a pu être correctement recueillie. Tout le monde peut être auditeur, à condition de suivre une formation qui permette d'opérer ce changement de regard, de méthode et de posture.
Les policiers et les gendarmes commencent à le faire grâce à la formation. Toute formation ont le devoir d'intégrer dans le cursus de formation initiale et continue la formation d'audition des enfants. La troisième solution, c'est l'auditeur d'enfants formé par un diplôme spécifique. Quatrièmement, s'entraîner à faire des choses inutiles 5 minutes par jour. Méditer, chanter, lire un poème à haute voix, regarder par la fenêtre et partager ses découvertes avec un autre enfant, qu'il ait moins de 18 ans ou qu'il soit logé dans un corps d'adulte. La quatrième solution, c'est l'esprit de l'enfance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, jeunes filles, jeunes gens, les enfants, je vous souhaite un excellent colloque. Moi aussi, je vais essayer.